je vais me permettre de te laisser la parole pour un temps de présentation de la politique de la ville. N'oubliez pas tous de couper vos micros et votre caméra pour une présentation optimum. Je te laisse la parole, Hervé. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Émilie, pour cette invitation. Et puis, on est dans une configuration un petit peu particulière, quoi, avec ce Zoom qu'on a dû pratiquer les uns et les autres pendant toute une période. Puis j'ai l'impression qu'on va apprendre à pratiquer pendant quelques temps encore, manifestement. Donc, Émilie m'a donc confié la mission de faire une présentation. Alors, au-delà de la présentation de la politique de la ville, c'est plutôt essayer de dire quels étaient les enjeux qu'on avait au travers de la politique de la ville, et puis aussi quelles pouvaient être les raisons d'être de cette politique de la ville. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une casquette un petit peu particulière au travers des travaux que mène le COMPA. Alors, le COMPA, donc nous, on est un bureau d'études qui est situé sur Nantes, mais qui travaille sur l'ensemble du territoire national et qui s'est pas mal investi sur la question de la politique de la ville, avec notamment comment dire, une approche qui est basée sur l'aide à la décision pour les collectivités locales, et puis surtout essayer de faire prendre conscience de ce qu'est ce que sont les enjeux de la politique de la ville, pas seulement pour les professionnels de la politique de la ville, car eux, ils le connaissent, pas seulement pour les élus qui sont en charge de la politique de la ville, parce qu'ils ont quand même une connaissance aussi de ce que c'est, mais aussi pour les non-spécialistes de la politique de la ville, les autres services des collectivités locales. Et c'est là que pour moi, et les autres élus, et c'est là que pour moi est l'enjeu premier, ce qui fait que cette présentation, elle va se faire un petit peu comme si je m'adressais ou comme si j'essayais de motiver des personnes qui n'étaient pas des spécialistes de la politique de la ville. C'est pour ça que ça peut peut-être paraître pour vous à certains moments de l'évidence, mais c'est quand même, je pense, intéressant à mettre en exergue, et puis aussi en s'appuyant sur des éléments un peu factuels. Alors moi, sur la région, on a la chance de travailler sur un certain nombre de territoires, mais je me suis focalisé sur deux territoires de la région, que sont Quimper et Nantes, parce qu'on a une grande habitude de travail ensemble. Donc, je m'en excuse d'avance pour les Nantais et les Quimpérois qui vont voir des illustrations de leur territoire à plusieurs reprises. Émilie, je peux y aller ou oui? OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager donc, mon écran. Et puis, je vais lancer donc ce diaporama. Alors, selon les configurations que vous devez avoir, peut-être que vous m'avez en vignette à côté ou vous ne m'avez pas, mais enfin bon, peu importe, ce qui compte, c'est pas moi, c'est ce qu'il va y avoir sur cet écran. Donc, ce que je vais faire aussi, vous allez avoir au fur et à mesure la possibilité d'envoyer des petits messages. Moi, par contre, je ne les lirai pas en direct, mais Émilie va gérer ça avec ses collègues. Et puis, je vais laisser Émilie éventuellement m'interrompre ou alors lui laisser du temps, peut-être à la fin de chacune des parties, pour que s'il y a des questions, je puisse, ou des besoins d'adaptation, je puisse réagir en temps réel. Donc moi, je me suis pris un peu de deux axes qui sont sur ces enjeux de la politique de la ville. Et puis, j'ai essayé de regarder aussi, au sein de ce travail, quels allaient être les effets de la crise sanitaire. Alors, c'est peut-être pas tant la crise sanitaire, c'est les effets de cette crise, c'est-à-dire les effets sociaux et les effets économiques qu'on risque d'avoir dans nos territoires. On s'est longuement posé la question, on a travaillé un peu sur des modèles. Et donc, je vais essayer de partager ça avec vous sur des territoires où on a travaillé sur ces enjeux-là. Par contre, là, on ne sera pas sur l'ouest de la France pour l'instant. Donc, je vais… voilà, hop. Donc, tout d'abord sur ce pourquoi de la politique de la ville, et puis pourquoi on a choisi certains quartiers et pas d'autres. Qu'est-ce qui explique que ces quartiers soient retenus? La légitimité à une intervention prioritaire territorialisée. L'usage du droit commun, ça c'est un élément important. Alors dans notre langage politique de la ville, on parle du droit commun. En gros, c'est nos politiques publiques. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement aux politiques publiques locales, c'est-à-dire celles qu'on mène dans nos territoires. Et puis, bien évidemment, comme je vous le disais, les effets de la crise sanitaire et du confinement dans les quartiers, et surtout les effets qu'on peut attendre dans les mois et les années qui viennent. Alors ici, je vous ai mis une belle carte de Quimper. Alors, si vous êtes sur un smartphone, ça va être un peu difficile à voir, enfin avoir de bons yeux, mais si vous êtes sur un écran, ça va être top. Vous avez ici le carroyage. Alors, c'est le carroyage fait en 2014 par l'INSEE. Et en fin de compte, vous avez ici, par exemple, le nombre de personnes qui sont en situation de bas revenus, puisque vous savez qu'on avait choisi deux critères pour déterminer les territoires prioritaires.
qui était d'une part le taux de pauvreté, c'est-à-dire la part des personnes, en gros, qui vivaient sous le seuil de bas revenu. Hein, pauvreté, on n'y était pas tout à fait, mais ça n'en était pas très éloigné. Et puis de l'autre, le nombre. Hein, donc, alors, on va dire la quantité, hein, j'aime pas ce terme-là quand on parle des personnes, mais en tout cas, un nombre de personnes concernées par les situations de bas revenus. Alors juste, quand on est en Guadeloupe, le travail est complètement différent puisque c'était d'autres indicateurs qui étaient retenus, puisqu'actuellement, dans les départements d'outre-mer, on n'a pas la possibilité de faire ce travail-là, sauf en Martinique et à La Réunion. Donc là, ici sur Quimper, on voit bien que quand je regarde ici sur, par exemple, l'hypercentre de Quimper, j'ai bien des personnes en situation de pauvreté, j'en ai bien quand je m'en vais vers le sud de Quimper, mais c'est bel et bien sur le territoire dit de Kermoisan, hein, qui est ici, là, qu'on aperçoit agrandi là où est ma flèche, je pense que vous la voyez, eh bien, ça nous donne le territoire prioritaire et c'est à partir de ce carroyage, hein, qui sont à chaque point, c'est un carré géographique de 200 mètres sur 200 mètres. Donc, quand le point est tout petit, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes en situation de pauvreté. Bien sûr, quand le point est plus gros, il y en a plus. Et donc, on a déterminé des territoires sur ce principe-là. Alors, bien évidemment, la première question que moi j'entends souvent de la part des élus, c'est de dire, mais la pauvreté, il y en a dans plein d'autres territoires, mon brave monsieur. Pourquoi vous choisissez ces territoires plutôt que d'autres? Quel sens vous donnez à ça? Puisque des pauvres, il y en a partout. Et en effet, quand je prends par exemple sur Nantes, si je prends le quartier de Nantes-Centre, mais globalement, il y a 10 540 personnes qui vivent sous le seuil de bas revenu. J'en ai 28 000 sur l'ensemble des QPV. Vous avez 15 QPV, vous voyez bien ce que ça veut dire. En moyenne, il y en a 2 000 par QPV. Si je faisais une moyenne un peu brute, mais bien sûr, ça varie énormément d'un quartier à l'autre. Mais il y en a 10 000 dans le centre-ville. Et pourquoi le centre de Nantes n'est pas un territoire prioritaire, hein? Sachant que globalement, on en a 28 000 dans tous les quartiers politiques de la ville, mais il y en a 98 000 sur l'ensemble de la métropole. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent cette question qui nous revient en disant vous avez choisi des territoires basés sur la pauvreté, basés sur le nombre et le taux, mais globalement, on a de la pauvreté partout. On a même des micro-territoires où il y a des taux qui peuvent être tout aussi importants, voire plus importants que dans les quartiers politiques de la ville. Eh bien, en fin de compte, l'enjeu de la politique de la ville, c'est justement ce double croisement qui génère un certain nombre d'effets qu'on va pouvoir observer maintenant. Alors, moi, je les appelle l'effet quartier. Alors, je sais bien que c'est un concept qui est très discuté, hein, et qui est très... c'est souvent ce qu'on met derrière le mot effet quartier qui compte, mais globalement, ce que moi j'appellerais l'effet quartier, c'est le fait de dire est-ce qu'à situation sociale équivalente, quand j'habite un quartier politique de la ville, c'est un quartier où à la fois il y a beaucoup de personnes en situation de bas revenus et à la fois où le taux ou la part des personnes en bas revenus est importante sur ce territoire, est-ce que quand j'ai ce croisement à situation sociale équivalente, j'ai un petit peu moins de chances de m'en sortir ou je vais avoir un parcours différent. Donc, pour illustrer tout ça, je m'arrêterai après cette petite partie là sur l'effet quartier. Je me suis intéressé sur un indice. Je pourrais le dupliquer sur tous les territoires politiques de la ville. Nous retrouverons toujours la même chose. Je me suis intéressé à un taux de chômage INSEE, alors un indice de chômage INSEE, peu importe. C'est-à-dire en prenant les données du recensement et en regardant ce que pouvait être la probabilité d'être en situation de demande d'emploi. Alors vous avez ici 3 beaux graphiques, je vais les agrandir. Le premier, c'est les personnes qui sont à bas niveau de formation. On va voir que vous avez trois couleurs. Ici, c'est pour les hommes. Donc, la partie bleu clair, c'est pour les hommes. La partie bleu foncé, c'est pour les femmes. Et puis, l'ensemble est en noir, on va dire ça, ou en bleu extrêmement foncé. Ce qu'on observe, par exemple, c'est qu'en France, 18% des personnes qui ont un bas niveau de formation se retrouvent en situation de chômage. Si je suis sur Nantes Métropole, je suis à 16, mais si je suis dans mes quartiers politiques de la ville, je suis à 32. Donc, on est au double. À niveau de formation équivalent. On peut prendre au niveau du bac, c'est 14 quand on est en France, pareil sur Nantes Métropole, mais 27, le double à nouveau, quand on est sur les quartiers politiques de la ville, un TP, territoire prioritaire, hein, excusez-moi de l'acronyme. Et puis quand je prends les diplômés de l'enseignement supérieur, c'est 8 au niveau national, c'est 8 à Nantes Métropole, mais c'est 17 dans les quartiers politiques de la ville. Et ça, vous pouvez le faire sur tous vos territoires, vous retrouverez la même chose, c'est-à-dire qu'en gros,
à niveau de formation équivalent, quand j'habite un quartier politique de la ville, ma probabilité d'être au chômage est plus forte. Alors, moi, j'appelle ça effet quartier. On a plein d'explications à ça. Hein, et une des explications qu'on a, c'est notamment la question du réseau. Et je pense que juste ces petits graphiques pourraient nous amener à parler pendant des heures, mais on le voit bien. Déjà, il y a un élément qui est important, c'est qu'on observe que je sois dans un quartier ou à l'extérieur d'un quartier, plus mon niveau de formation est fort, plus ma probabilité d'être au chômage est faible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire, puisque bien souvent, on a du décrochage scolaire parce qu'on dit dans les quartiers, ben voilà, mon voisin, mon ami, il a un diplôme, mais il est au chômage. Là, en l'occurrence, on ne l'observe pas. C'est-à-dire qu'on a bien des probabilités d'être au chômage, mais elles sont quand même plus faibles quand j'ai un niveau de formation plus fort. Mais surtout, ce qu'on peut observer, c'est cet effet que moi j'appellerais réseau, donc qui explique l'effet quartier, c'est-à-dire qu'en gros, si je me retrouve dans un quartier politique de la ville, j'ai moins de chances d'avoir autour de moi, dans mon voisinage, des personnes qui peuvent être n'importe quoi, ingénieurs, chefs d'entreprise, cadres dans une boîte, et qui peuvent soit me pistonner, soit me donner les bons tuyaux, soit m'aider ou m'accompagner dans ma recherche d'emploi, soit dans mon réseau amical, soit tout simplement dans mon réseau donc, de voisinage. Donc ça, c'est un des éléments de l'effet quartier. Je peux en reprendre un deuxième. Hein. Ici, vous avez deux graphiques. Le premier, en fin de compte, il nous amène sur Nantes Métropole. Le deuxième, c'est sur Quimper. Les deux nous donnent la même chose. C'est-à-dire que quand je prends, par exemple, mes quartiers politiques de Nantes Métropole ou mes quartiers politiques des Pays de la Loire, ce que moi j'observe, c'est ici la probabilité que j'ai d'être, quand je suis en troisième, orienté vers un lycée d'enseignement professionnel. Donc, on a 4 couleurs. Vous voyez ici les personnes très favorisées. Donc, en couleur un petit peu plus, je vais prendre sur cette partie-là ici. Hein, donc, les personnes très favorisées, la probabilité d'être orientées en lycée professionnel. Personnes très favorisées, ce sont les parents, bien évidemment. Ce n'est pas les enfants. Donc, c'est la situation sociale des parents qui est donnée à l'entrée lors de l'inscription des parents, enfin, lors de l'inscription des enfants au lycée ou au collège. Là, en l'occurrence, on donne dire, son niveau de formation, enfin sa catégorie sociale et derrière son métier, et ça nous permet de savoir quelle est la catégorie sociale. Et là, ce qu'on observe, bien évidemment, c'est que plus ma catégorie sociale est faible, en gros, moins j'ai un niveau de responsabilité important dans mon entreprise et plus ma probabilité que mon enfant soit orienté en lycée professionnel est forte. Juste là, ce qu'on observe, c'est que dans mes quartiers politiques de la ville, les enfants qui sont issus de milieux dits défavorisés sont beaucoup plus orientés en lycée professionnel que les enfants de milieux dits défavorisés qui sont sur l'ensemble de mes territoires. Alors, je n'ai peut-être pas été très clair dans ma présentation, mais simplement ce qu'on veut dire au travers de cela, c'est qu'en fin de compte, à catégorie sociale équivalente, les enfants des milieux défavorisés sont beaucoup plus orientés en lycée professionnel quand ils sont dans un quartier politique de la ville que quand ils n'y sont pas. Et on retrouvera la même chose sur Kermoisan. Je n'ai aucun jugement sur l'orientation. Ça peut être excellent pour l'enfant, ça ne pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'on observe cette différence qui est quand même assez notable dans tous les territoires. Vous le retrouverez sur Quimper de la même manière. 52% des enfants des milieux défavorisés de Kermoisan sont en lycée professionnel contre 41% des enfants de tout Quimper. On retrouvera sur la question éducative les mêmes types d'observations, c'est-à-dire que la part des orientations SECPA, elle est renforcée dans les QPV. On sait bien que sur le SECPA, il y a une dimension sociale très forte. Si je prends ici Nantes Métropole, j'observe qu'on a une part de personnes présentes dans le privé qui est loin d'être négligeable. On peut penser qu'on a là un effet de contournement par rapport au collège du quartier. Et surtout, c'est la part des REP et REP+, qui est très très forte, puisque globalement, hein, c'est sur les 1800 enfants qui sont en collège REP ou REP+, sur Nantes Métropole, il y en a 1200 qui vivent dans un quartier politique de la ville. Hein, donc, il y a beaucoup d'entre-soi dans les territoires, dans les collèges dans les collèges REP, REP+, hein, c'est beaucoup d'enfants qui sont issus du milieu des quartiers politiques de la ville, ce qui veut dire que d'une certaine manière, quand on est dans le collège, on est entre élèves du même quartier, mais c'est logique puisqu'on a une carte scolaire qui le génère, mais c'est quand même toujours intéressant à rappeler quand on parle notamment des questions de mixité, mixité sociale dans les collèges. J'ai ressorti cette petite étude qui a été faite par le CEREC en 2020, qui est sortie, hein, qui tout simplement met en évidence aussi le devenir des enfants
en supérieur des enfants des territoires politiques de la ville, et notamment qui parle de l'importance qu'il y a des orientations en BTS pour les jeunes de ces quartiers et des difficultés qu'il peut y avoir, notamment compte tenu du manque de place au regard de l'implantation professionnelle. Voilà par rapport à la question de l'effet quartier. C'était juste quelques illustrations qui visaient pour moi à mettre en évidence pourquoi on avait choisi des territoires politiques de la ville et qu'est-ce qui se passait dans ces quartiers sur cette période-là, enfin sur ces enjeux-là. Voilà. Je ne sais pas, Émilie, s'il y a Alors, des… pour le moment, il n'y a pas de questions. Il y a Ludovic Bu que je suis très étonnée de retrouver parce qu'on a eu une aventure commune professionnelle ensemble. Au Mans qui dit attention au jargonnage des sigles. Ah, Voilà. alors, les sigles, ah oui, alors REP, REP+, ben, c'est l'enseignement ZEP, voilà, éducation prioritaire, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu dire de plus comme… Les SECPA dans le QPV. Non, Ah, non, les mais SECPA dans les continue. QPV. Alors, ouais, bon, ben, les SECPA, c'est des classes, on va dire, à enseignement renforcé pour des enfants qui ont plus de difficultés à suivre. Voilà, et les QPV, c'est les quartiers politiques de la ville, tout simplement. Et les SECPA, c'est collège. Voilà, Aucun problème. à Vas-y, mon époque, on continue. parlait de CPPN, mais c'est pas mieux, on avait déjà des jargons. Voilà. Vas-y, continue. Continue. Merci Hervé, continue. Ouais, alors je vais essayer en effet d'être clair. En même temps, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis je ne voudrais pas vous prendre trop de votre temps. Autre aspect, donc, qu'on ait plus de temps pour débattre, c'est les dynamiques territoriales. Donc ça, c'est un peu le deuxième axe. Enfin, je vais essayer de me mettre dans la peau de gens qui ne sont pas spécialistes et qui vont dire la politique de la ville, 40 ans de politique de la ville, en gros, ça a servi à quoi, ça a servi à quoi? Alors on peut en effet prendre quelques indicateurs. Là, je suis à nouveau sur Nantes Métropole. J'ai retenu quelques indices. Alors, vous allez avoir, je vais les agrandir, ne vous inquiétez pas. Ici, donc, mes TP, mes territoires prioritaires, donc mes quartiers politiques de la ville. Alors, mes IRIS, qui est un autre jargon, c'est mes micro-quartiers en dehors, hors TP, donc c'est les micro-quartiers de Nantes Métropole, hors de mes quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire c'est le reste, si vous voulez, quoi, le reste de l'agglomération en dehors de mes quartiers politiques de la ville, bon, Pays de la Loire, France métropolitaine. Et donc, on est sur 3 périodes, 2000, 2008, 2014, 2015. Donc, c'est en fin de compte les trois phases. Ici, vous avez, par exemple, sur le revenu médian, quand je mets moins 563, ça veut dire que bien, tout simplement, en 2000, on avait, ou 2001 en l'occurrence, on avait 563 € de moins en revenu médian. Alors, les revenus médians, c'est-à-dire, c'est ce que gagne la personne sur le territoire qui a autant de personnes plus pauvres qu'elle que de personnes plus riches. Donc, dans mes quartiers, cette personne qui est au milieu, si vous voulez, de la distribution des revenus, elle a 563 € de moins dans le quartier qu'elle n'en a sur Nantes Métropole, enfin qu'en ont les personnes qui sont au milieu de la distribution sur Nantes Métropole. En gros, l'habitant médian, l'habitant du milieu du quartier a 563 € de moins par mois par unité de consommation, mais enfin on va dire par équivalent personne si vous voulez, quoi, avec un mode de calcul, je reviendrai dessus après, à 563 € de moins que n'en ont les habitants de Nantes Métropole en général, enfin celui qui est au milieu. À l'extérieur des quartiers, c'est 102 € de plus. Ça, c'était en 2000. Si je vais à l'aune de la crise de 2008, l'écart était monté à 708. Et puis, si je vais au cœur de la crise de 2008, l'écart était monté à 864 €. Ça veut dire que globalement, les habitants des quartiers, oui, on peut le dire, se sont un peu appauvris au regard de la situation de l'ensemble de l'agglomération. Je peux prendre comme ça d'autres indicateurs. Par exemple, si je prends les hauts niveaux de formation, donc les gens qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, j'avais globalement dans les quartiers 14 points de moins que ce que j'observe dans les autres territoires en 2000. Je suis passé à 18 points de moins en 2008-2009 et je suis passé quasiment à 19 points de moins sur ma dernière année observée. Si je prends le taux d'emploi, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un emploi parmi l'ensemble des 25-54 ans, j'avais 15 points de moins. J'ai un peu descendu 14 points de moins, mais avec la crise, je suis passé à 18 points de moins. Enfin voilà, puis ainsi de suite. On peut de cette manière-là, et on le voit sur le chômage où ça a progressé aussi, notamment depuis le début de la crise de 2008,
ce qu'on observe, c'est que, en effet, les écarts entre mes quartiers politiques de la ville et le reste de l'agglomération se sont accrus. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Les questions de peuplement sont au cœur, puisque tout est derrière, tout va être lié, en gros, aux personnes qui vont rentrer et à celles qui vont partir. Si quand j'ai un boulot, je quitte le territoire, forcément, si je suis remplacé dans mon logement par quelqu'un qui n'en a pas, ça ne va pas faciliter mes indices. Ce qui veut dire qu'il faut regarder cela par rapport à la dynamique de peuplement, mais ça veut dire aussi qu'un des enjeux de la politique de la ville, bien évidemment, c'est cette question du peuplement. Si on veut éviter l'entre-soi, il y a là un enjeu très, très important, l'entre-soi avec les effets qu'on a vus tout à l'heure, par exemple sur le chômage. Je bascule juste avant de m'arrêter à nouveau sur les effets de la crise sanitaire. Alors, c'est un petit peu c'est compliqué de travailler en prévision, mais on s'est, nous, intéressé à cet axe de réflexion que sont tout d'abord les effets sur les populations âgées des territoires, et notamment sur la question de l'isolement. On a bien vu que la crise avait eu des effets sur l'isolement des personnes âgées. Les effets sur l'économie, alors c'est l'économie emploi ou c'est l'économie sur le budget des ménages, les effets sur la santé, notamment on regarde des déterminants sociaux de santé, on le sait tous, on n'a pas la même situation de santé en fonction des réalités sociales ou de notre situation sociale. L'espérance de vie, l'étude de l'INSEE l'année dernière sur l'espérance de vie l'a mis très nettement en évidence et c'est assez impressionnant. Les effets sur l'accès aux droits et derrière l'accès au numérique, et ça c'est un des enjeux importants qui est ressorti de cette crise. Et puis on le voit là au travers de notre conférence web, la question de la fracture ou de l'inclusion, si on est dans l'aspect positif, c'est-à-dire l'action qu'on peut mener, c'est vraiment quelque chose d'essentiel sur nos territoires. Et d'ailleurs, on avait travaillé sur Quimper l'année dernière ou il y a 2 ans sur cette question-là. Les effets sur les familles, et notamment, on l'a vu au travers du surpeuplement, qui est quand même relativement fort dans nos territoires politiques de la ville, mais aussi la possibilité de sortir, d'avoir son jardin, etc. Et la possibilité d'avoir accès à la formation, à l'éducation en distance. Les effets sur la jeunesse et les effets sur les territoires et les dynamiques de territoire. Et juste pour illustrer ça, alors là, je vous emmène à Marseille. On va prendre sur nos 7 indices. Alors là, en l'occurrence, on a décomposé l'indice sur l'économie en deux, la partie budget des ménages et puis la partie emploi. Et vous avez ici, donc si vous connaissez Marseille, donc là, la Méditerranée, vous avez ici donc le Marseille Sud, les plages, et puis ici vous avez les ports, là où ça peut être le port industriel ou le port pour les bateaux qui partent vers la Méditerranée. Et donc, vous avez ici Marseille Nord, et là où sont les quartiers les plus fragiles de Marseille, mais Marseille Centre aussi. Et puis, vous avez ici, bien sûr, les quartiers proches des plages. Et donc, on voit bien que si on prend cet axe, si on regarde là où il y a fragilité et là où il y a des risques forts, on a des quartiers, vous voyez, quand c'est en rouge, ça veut dire que l'ensemble de mes indices font apparaître une surreprésentation. C'est le cas très net sur mes quartiers politiques de la ville. Par contre, on a des territoires sur le sud de Marseille où rien du tout ne s'allume, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des 7 axes que je vous ai présentés là qui, quelque part, sont en situation de fragilité. On peut le faire, je pense, sur quasiment tous nos territoires, on retrouvera cela. Là, je vous emmène à Limoges sur la question de la fragilité des personnes âgées, parce que c'est souvent quelque chose qui nous est renvoyé en disant oui, mais alors on a moins de personnes âgées, et puis, oui, mais en fin de compte, les personnes âgées qu'on a dans nos territoires politiques de la ville sont beaucoup plus fragiles qu'ailleurs. Si on prend l'isolement, si on prend le fait d'avoir la possibilité de se déplacer, le fait d'être dans un logement avec ou sans ascenseur, ou alors en direct, d'avoir son jardin, le fait du niveau de formation, enfin, etc., etc. Quand on prend on a sorti là 7 indicateurs. Quand il y en a 5 de cumulés, ce qu'on observe, c'est que c'est à nouveau dans nos quartiers politiques de la ville qu'on a le plus de situations de fragilité des personnes âgées. Alors que bien souvent, je redis, c'est un des discours qu'on a en disant au moins sur cette question-là, on est moins concerné, mais ça fait des années et des années qu'on peut attirer l'attention en disant que dans les quartiers politiques de la ville, les personnes âgées qu'on a sont beaucoup plus fragiles que celles qu'on peut observer ailleurs, et surtout, on a un vieillissement de la population, et ça, on le voit au travers, par exemple, des données APA quand on arrive. Donc l'APA, c'est l'allocation pour l'autonomie qui est délivrée par le département. Quand on arrive à l'avoir par territoire, on se rend compte que c'est dans les quartiers politiques
le taux de bénéficiaires APA le plus, comment est-ce que je pourrais dire, le plus jeune. Hein, c'est là qu'on a la situation de bénéficiaires de l'APA les plus jeunes. Donc ça, c'est ici sur Limoges, par exemple, hein, c'est un tiers des personnes âgées qui sont en situation de fragilité dans les quartiers politiques de la ville, alors que, par exemple, en dehors des quartiers politiques de la ville, c'est 18%, allez, un cinquième, quoi. Là, c'est un indice qu'on a développé depuis quelques temps qui touche justement sur la fragilité des enfants. C'est sept indices, hein, 7 indicateurs qu'on cumule et on regarde les enfants qui en cumulent au moins 4. Hein. Alors, ça peut être lié à la situation familiale, ça peut être lié à l'emploi des parents, ça peut être lié au niveau de formation des parents, au type de logement, au surpeuplement, etc. Et si je prends Quimper, par exemple, ce que j'observe, c'est que dans nos quartiers politiques de la ville, on a 410 enfants qui cumulent au moins 4 des 7 indicateurs de fragilité. Surtout Quimper, c'est 1200. En gros, alors que le quartier politique de la ville représente à peu près 8% de l'ensemble de la population du territoire, c'est un tiers des enfants fragiles qui sont sur le territoire politique de la ville. Là, c'est un indice qui ramène notamment beaucoup à toute l'action qui peut être menée dans le cadre de la politique de la ville, au travers de la réussite éducative, au travers de l'accompagnement des parents, au travers de comment est-ce que je pourrais dire, des actions en termes de parentalité, d'accompagnement, de soutien. Et puis, ça met aussi clairement en évidence ce qu'a pu se passer au moment du confinement sur la fracture numérique et la difficulté pour un certain nombre d'enfants dans nos quartiers de pouvoir continuer à avoir ce qu'on appelait la continuité pédagogique, mais en tout cas avoir accès à l'éducation pendant toute cette période. Juste là, je vous mettais Nice sur les indices de fragilité des enfants. Si vous connaissez un petit peu Nice, donc ici à nouveau, on va retrouver la Méditerranée. Mais ici notamment, on a un des quartiers les plus fragiles de France, qui est celui de l'Ariane, et qui est un grand quartier aussi. Et vous voyez bien que c'est là qu'on a les indices de fragilité les plus forts sur l'ensemble de l'agglomération. Donc voilà, ça c'était plus sur l'impact de la crise, pour dire que très simplement, si on veut s'interroger en prospective, on sait que nos quartiers sont là où on a le plus de fragilité qui se cumulent, et c'est là où on risque d'avoir le plus d'effets demain de la crise, alors bien sûr sanitaire, mais surtout de la crise économique, sociale, voire éducative qui va suivre dans les mois et je pense les années à venir. Émilie. N'hésitez pas à poser des questions, mais pour le moment, nous n'en avons pas, Hervé. Donc, continue ta présentation. Ta présentation, aucun problème. N'hésitez pas sur la conversation Zoom à poser toutes les questions que vous voulez et sur le YouTube aussi. Mais là, les collègues me feront le lien. Voilà. Continue, Hervé. Merci. Merci aussi. Donc, j'espère que voilà, que c'est clair et que vous vous y retrouvez. Alors là, je vais reprendre quelques enjeux. Hein. Bien sûr, on pourrait en sortir beaucoup. C'est très arbitraire de faire des choix, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je redis, hein, je me mets en situation de m'adresser à des personnes qui ne sont pas des spécialistes politiques de la ville et qui s'interrogent, mais qui sont au fait, bien sûr, des politiques publiques et qui s'interrogent hein, sur, en gros, tous ces concepts, toutes ces idées qu'on nous balance autour de la politique de la ville. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'en a pas? Et pourquoi on s'intéresse plus particulièrement et pourquoi moi, je sais pas quoi, moi, adjoint à l'éducation, j'aurais intérêt à regarder plus particulièrement ce qui se passe dans les quartiers politiques de la ville. Alors ici, je suis sur la notion de mixité sociale, qui est une question très récurrente, hein, qui revient tout le temps dans nos débats, mais en fin de compte, on a toujours du mal à l'objectiver. Alors bon, forcément, hein, le choix d'un indicateur, c'est un choix stratégique, c'est comment dire, un peu politique si on veut, quoi. Donc là, en l'occurrence, nous, on a choisi la mixité sociale en prenant les actifs occupés et en regardant quelle était par quartier la part des catégories sociales qu'il y avait dans nos territoires. Chacun des points que vous avez ici, c'est un des micro-quartiers français. Alors, on appelle ça dans notre jargon les iris. Hein. Je vous les ai présentés tout à l'heure. C'est des petits quartiers qui ont été découpés par l'INSEE. Allez, globalement, ils font 2000 habitants en moyenne dans nos villes. Donc, chacun des points ici, c'est un des iris français. On a regardé sur chacun des sociales qu'il y avait dans cette iris, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les personnes en situation de demande d'emploi, les cadres, etc. Ce n'est pas que actifs occupés, hein, puisqu'on a pris aussi les demandeurs d'emploi. Et puis, on a tout simplement voulu regarder ici quel était l'écart par rapport à la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est proche du trait qui est en bas, ça veut tout simplement dire que mon quartier, il a à peu près la même proportion d'ouvriers, d'employés, de cadres, de professions intermédiaires, etc., que n'en a la France qui fonctionne voilà, comme elle est aujourd'hui, quoi, en gros. On va
penser que quelque part, on ne peut pas atteindre un niveau idéal meilleur que celui de la répartition française. Alors, on a enlevé les agriculteurs, on a enlevé, voilà, puisque c'était un peu plus compliqué, mais on a gardé les professions indépendantes, puisque comme on est en milieu urbain, l'agriculture n'était pas significative. Et donc, on a mesuré les écarts. Donc, ça veut dire que plus mon point est haut, plus je suis en écart par rapport à la moyenne nationale, on va dire ça. Ça veut dire qu'on a une des catégories sociales qui est extrêmement dominante, peu importe celle qu'elle est. Donc, ça veut dire, on le voit bien, ici, on a énormément de points hauts. Ça veut dire qu'on a une situation de répartition des catégories sociales qui est complètement atypique par rapport à ce qu'il y a au niveau national. Et puis ici, on a pris une échelle de valeur qui est tout simplement celle du niveau de vie médian dont je parlais tout à l'heure, de mes territoires. Et donc, ça veut dire que là, je suis plutôt sur des territoires pauvres et là, je suis plutôt sur des territoires riches. Donc, ce que j'observe, c'est qu'en fin de compte, là où j'ai le moins de mixité sociale, ce sont vraiment mes territoires les plus riches de France, tout simplement. Et là, ce sont mes territoires les plus pauvres, dans lesquels on va retrouver quasiment tous nos quartiers, enfin, on va retrouver nos quartiers politiques de la ville. On n'a quasiment que des quartiers politiques de la ville ici. Mais c'est intéressant d'observer que quand on parle d'absence de mixité sociale, n'oublions pas de ne pas regarder que les quartiers politiques de la ville, mais de regarder aussi les autres territoires. Et là, par contre, juste pour vous rassurer, vous élus de l'ouest de la France, ici, vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas de quartier de chez vous ici. En gros, vous n'avez ici que l'ouest parisien. Globalement, vous vous mettez place de la Concorde, vous regardez bien sûr les Champs-Élysées, vous ouvrez les bras un peu, vous prenez le 7e, le 8e, et puis vous vous en allez sur à peu près 30 km et vous contournez Nanterre et vous avez globalement tous les points qui sont ici. Donc là, on a nos territoires politiques de la ville et là, je vous ai mis tous les iris de Nantes métropole qui sont concernés par la politique de la ville. Bon, on observe, pour ceux qui connaissent Nantes métropole, que c'est un micro-quartier qui s'appelle Pinsec, qui est le territoire le plus fragile en matière de mixité sociale. Mais bon, c'est son histoire, c'est le type d'habitat qui explique cela. C'était juste par rapport à ce concept de mixité sociale à bien dire que ne regardons pas que les quartiers politiques de la ville, mais regardons aussi les autres territoires quand on est dans quand on approche ce concept-là. La question des ménages composés d'un adulte isolé, ça aussi, c'est quelque chose qui est d'une grande surprise, puisque bien souvent, on a tendance à considérer que nos quartiers politiques de la ville, ils sont peuplés d'enfants, peuplés de familles, peuplés de ménages avec beaucoup de monde. C'est une réalité. Mais à l'opposé, il y a une catégorie qui est très sous-représentée, c'est celle des couples sans enfants, qui est quasiment absente de nos quartiers politiques de la ville. Mais on passe soit d'une structure familiale, soit on va d'une structure familiale enfant, voilà, à une structure où on est dans une situation d'isolement, puisque, alors isolement dans le logement, ce n'est pas isolement social bien évidemment, puisqu'ici par exemple si je prends sur Quimper, c'est la situation de Quimper que vous avez ici, on voit que par exemple à Quimper, alors c'est peut-être une surprise, j'en sais rien, mais 49% des logements de Quimper sont occupés par une personne seule. C'est-à-dire que quand on parcourt tout Quimper, eh bien, si on frappe aux portes de tous les habitants de Quimper, eh bien, une fois sur deux quasiment, on a une personne seule derrière la porte. Ce n'est pas un couple, il n'y a pas d'enfant, c'est une personne seule, un adulte isolé. Eh bien, dans mon quartier politique de la ville, c'est 56%. C'est encore plus. Donc, c'est vrai que c'est aussi important de noter que nos quartiers politiques de la ville, et si je prends Nantes Métropole, par exemple, il faut savoir qu'à Nantes Métropole, eh bien, globalement, c'est 42% des logements qui sont occupés par une personne seule, et c'est 44% dans nos quartiers politiques de la ville. C'est juste pour dire que nos quartiers politiques de la ville ont une situation de surreprésentation de l'isolement dans le logement, et c'est peut-être pas forcément l'image qu'on en a. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Alors, bien sûr, c'est lié au vieillissement, même si le vieillissement n'est pas si fort que ça. C'est aussi tout simplement la continuité de vie qu'on observe au travers de l'importance de la monoparentalité. Quand les enfants s'en vont, forcément, si je suis en situation de monoparentalité, j'ai une forte probabilité, quand les enfants seront partis, de me retrouver seul. Donc, on a là tout un ensemble de phénomènes qui est important à analyser. Notamment parce que par exemple, si je prends Quimper ou si je prends Nantes, une grande partie des logements occupés par une personne seule sont des étudiants. Or, en réalité, dans nos quartiers politiques de ville, on a très peu d'étudiants. Donc, on a bel et bien une population, soit avec le début du vieillissement, soit avec l'effet d'enfants qui partent à la monoparentalité, mais aussi on a beaucoup d'hommes seuls dans les quartiers. Et si je reprends sur Quimper, par exemple,
Autant sur Quimper, on a une très grande majorité de femmes seules, donc soit d'étudiantes, soit de personnes âgées isolées. Si je prends Kermoisan, c'est une grande majorité d'hommes seuls. Donc, on a une situation bien particulière dans les quartiers par rapport aux autres territoires. Et cette question, en tout cas, de l'isolement, et notamment de l'isolement d'hommes, et les gens qui travaillent dans le social connaissent bien, puisqu'on a énormément de bénéficiaires de RSA isolés, du revenu de solidarité active isolés dans les quartiers, qui est une forte proportion d'hommes sur nos quartiers politiques de la ville. Alors, quelques éléments sur les niveaux de vie. Alors ici, j'ai repris mes quartiers politiques de la ville. Si je prends ici la France métropolitaine, 1 700 €. Si je prends Nantes Métropole, 1 821. Nantes Métropole est une dynamique où tout fonctionne bien. Et là, ce qu'on observe, c'est que dans mes quartiers politiques de la ville, mais c'est sur cet indicateur-là qu'ont été faits les choix des territoires, donc ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est quand même intéressant de montrer les écarts qu'il y a. On le voit bien ici, sur le quartier du Sillon de Bretagne, par exemple, 969 contre 1821. Alors, on n'est pas loin du simple double, mais quand même, on a un écart qui est assez impressionnant. Alors, pourquoi est-ce que je mettais ça en avant? C'est tout simplement parce que bien souvent, on nous dit quand la métropole va bien, un effet locomotive, tous les wagons, et donc les wagons, c'est les quartiers, tout le monde va suivre, quoi. Et en l'occurrence, ce qu'on observe, c'est que ça ne marche pas comme ça. On a des wagons qui restent à quai, alors qu'on a des TGV qui avancent à côté. Alors là, avec la crise, les TGV vont rouler moins vite, mais la grande peur, c'est que les wagons soient dans une pente et qu'ils reculent, quoi. Donc on a là vraiment, et c'est ce que j'essayais de montrer au travers de l'analyse sur les effets de la crise, on a des enjeux qui vont être renforcer dans les années qui viennent en matière d'inégalité de niveau de vie. Juste sur la pauvreté, quand on calcule la pauvreté, alors la pauvreté, elle est calculée sur la base du revenu médian national, donc c'est 60% du niveau de vie, du revenu médian, niveau de vie médian des habitants de la France. Donc aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 1 000 € par mois pour un équivalent personne seule. Si en France, on est à peu près à 15% de pauvreté, dans mes quartiers politiques de la ville de Nantes Métropole, je suis à 42%, mais je redis, c'est logique, puisque c'est comme cela que les quartiers ont été choisis. Juste cette fois-ci, en tant que citoyen, je tiens à vous dire de faire attention dans les années qui viennent, puisqu'avec le décalage de fourniture de l'information, on aura forcément un effet décalage. Le niveau de vie médian des Français va baisser en 2020, donc inévitablement, le seuil de pauvreté, puisqu'il est calculé sur le niveau de vie médian, va baisser, ce qui veut dire qu'on risque de voir un nombre de personnes en situation de pauvreté ne pas augmenter à due proportion de ce qu'on observe, puisque si le seuil de pauvreté baisse, inévitablement, il y a des gens qui étaient juste au-dessus, juste en dessous, qui vont passer au-dessus. Sur les sources de revenus, alors ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup. C'est-à-dire que si je prends les revenus d'activité dans mes quartiers ici, c'est Nantes Métropole, ce que j'observe, c'est que sur 100 € gagnés par les habitants, 63 viennent du travail, des revenus d'activité. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on est sur des quartiers d'assistés, ce qui est complètement faux. Alors certes, la part, elle est plus faible que sur les autres territoires, puisque sur Nantes Métropole, c'est 77%, mais c'est quand même 63 dans les quartiers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des territoires d'assistés, et c'est quelque chose qu'il faut dire aussi aux élus qui ne sont pas dans le cadre de la politique de la ville, bien dire que ce n'est pas des territoires qui vivent sous perfusion, pas du tout, c'est des territoires dont la source de revenus principale est celle de l'emploi. Seul problème, c'est qu'on est sur des niveaux d'emploi qui sont très faibles, donc, et notamment beaucoup de temps partiel, beaucoup de personnes qui sont en emploi précaire, et que ça risque d'être comment est-ce que je peux dire, les plus concernés par la crise économique qui se profile. Je vous ai mis à côté la part que représentaient les prestations sociales, c'est-à-dire les allocations familiales, les aides au logement, le RSA, minimum vieillesse, etc. C'est 20%. Donc, vous voyez bien qu'on a 3 fois plus de revenus qui viennent du travail que de revenus qui viennent des prestations. Donc, cette idée de quartier, entre guillemets, d'assisté, il faut vraiment la faire tomber, il faut vraiment lutter contre ça. D'autant plus que si je m'amuse, alors après, je sais que ça peut déclencher des réactions et que ça peut parfois un petit peu agacer dans l'agglomération que ça va générer, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est si je prends mes revenus d'activité dans les quartiers, pour le médian, ça fait à peu près 685 €. Alors, il y a des gens qui n'ont rien, puis bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup plus. Donc, 685 €, ce n'est pas énorme, contre 1 400 pour Nantes Métropole. À côté de ça, si je prends les prestations sociales, c'est 225 €. Donc, en effet, on voit, c'est le tiers, quoi, pour 94 € en moyenne sur Nantes Métropole. Mais si je prends les retraites, eh bien, tout simplement, c'est 240 € dans mes quartiers et 460 à l'extérieur. Si je prends les revenus de redistribution en France, revenus de redistribution, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes qui financent
le revenu d'autres personnes. Eh bien, si je fais mes 225 € dans mes quartiers sur les prestations sociales et les 240 € de retraite et de rente, ça me fait 460. Si je prends sur Nantes Métropole, mes 460 plus mes 94, ça me fait 550. Globalement, les revenus de redistribution sont moins importants dans mes quartiers politiques de la ville qu'ils ne le sont pour l'ensemble des habitants de Nantes Métropole en moyenne. Ce qui veut quand même dire que globalement, on n'est pas sur des quartiers d'assistés, c'est pas là que la redistribution française se fait le plus, c'est pas là que notre argent mutualisé, socialisé va le plus. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en considération. Les territoires ne sont pas des quartiers d'assistés comme ce qu'on peut nous dire sans arrêt. Juste sur les bénéficiaires de la CMU-C, c'était pour reprendre notamment l'importance de la pauvreté des moins de 18 ans, puisque 48% sur Nantes Métropole des enfants de moins de 18 ans bénéficient de la CMU-C qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que le taux de pauvreté serait lui encore plus fort. On a plus de jeunes sans diplôme, sans formation, sans emploi dans les quartiers politiques de la ville. Ça, c'est quelque chose qui ne vous surprendra pas. On a un taux d'abstention, là j'ai pris la présidentielle de 2017, qui est beaucoup plus fort dans les quartiers politiques de la ville qu'ailleurs. Ça ne vous surprendra pas non plus. Le lien entre emploi et voiture, simplement pour dire, là j'ai pris sur Kermoisan, mais bon, peu importe, simplement pour dire que dans mes quartiers politiques de la ville, par exemple, si je prends Kermoisan, 54% des actifs qui ne possèdent pas de voiture sont au chômage, contre seulement 24% de ceux qui en possèdent une. Alors, je sais bien que ce n'est pas très correct aujourd'hui de parler de l'importance de la voiture pour l'emploi, mais c'est quelque chose d'essentiel, puisqu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'emplois pour les populations les plus fragiles, et notamment ceux des habitants des quartiers et des politiques de la ville, sont des emplois qui sont situés à l'extérieur de l'agglomération ou des emplois qui demandent de la mobilité. Et quand on discute avec les professionnels de Pôle emploi, c'est souvent des choses qu'ils disent. On a bien de l'emploi, par exemple, je dis n'importe quoi, sur de l'agriculture ou sur de la manutention ou sur de la livraison, mais qui demandent la possession soit d'un véhicule, soit du permis de conduire. Or, dans les quartiers, on a là un vrai frein qui est celui de cette mobilité. Et c'est beaucoup plus facile quand on est un cadre de prendre son vélo pour aller dans son lieu de travail, bureau, parce qu'on a pu avoir son logement pas très loin ou parce que tout simplement, on a le bureau à proximité. Mais par contre, quand on est en situation d'emploi précaire, d'emploi qui peuvent commencer tôt le matin, finir tard le soir, avec des horaires qui changent sans arrêt, qui est situé en zone industrielle, qui est situé à l'extérieur de la métropole, quand on voit par exemple où se font tous les emplois, par exemple, on parle énormément des grandes zones de manutention que peuvent être des entrepôts Amazon ou autres, enfin de ce type-là, eh bien, c'est jamais situé au cœur des métropoles, c'est forcément situé à l'extérieur et loin. Et là, la possession d'un permis, la possession d'une voiture, elle est vraiment essentielle. Et c'est juste ce que je voulais rappeler. Attention, on a des publics qui, aujourd'hui, on le montre très nettement, l'absence de possession d'une voiture augmente significativement la probabilité d'être au chômage et même un niveau de formation équivalent. Je vais m'arrêter là avant de parler de publics particuliers sur les territoires politiques de la ville. Émilie, as-tu Il y avait deux questions. Enfin, Ludovic Buch qui précisait qu'il y avait des actions d'un laboratoire de la mobilité inclusive qu'il fallait regarder de près, qui s'appelait WeMove. Et puis, il y avait deux questions. Une question de Fanny Casimo de Saint-Herblain qui demandait est-ce qu'il y a des données qui sont plus récentes que celles de 2014 dans ton analyse? Et la deuxième question concernant le taux de pauvreté de l'Orfayol, enfin, pas de l'Or, concernant le taux de pauvreté, la question, quand tu disais une estimation à environ 1 000 €, c'est par ménage? Alors, c'est ça. Non, c'est par. Alors, je vais reprendre la dernière question. C'est par équivalent unité de consommation. Alors, bon, c'est compliqué si je rentre dans l'analyse, mais en gros, on prend toutes les ressources d'un ménage, on en retire l'impôt sur le revenu, et puis on va diviser par un nombre de parts. Et ce nombre de parts, il est lié à la composition du ménage. En gros, c'est un peu comme le quotient CAF, un peu comme le quotient de l'impôt sur le revenu. Vous allez compter le nombre de parts qu'on a dans le ménage. Et pour une personne seule, c'est une part. Pour un couple, c'est 0,5 parts par enfant de plus de 14 ans et 0,3 parts par enfant de moins de 14 ans. Et vous obtenez comme ça le nombre de parts que vous avez dans votre ménage. Vous prenez donc toutes les ressources du ménage, y compris les allocations familiales, les aides au logement, etc. Et vous divisez en retirant l'impôt sur le revenu et vous divisez par le nombre de parts. Vous obtenez votre niveau de vie. Le seuil de pauvreté, c'est 60% du niveau de vie médian national.
par part, hein, voilà. Et donc, si je dis à peu près 1 000 euros, c'est 1 000 euros par part, ce qui veut dire que c'est 1 500 pour un couple, et puis vous rajoutez un 0,5 part par enfant de plus de 14 ou 0,3 part par enfant de moins de 14. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ça. Voilà, c'est Ah, compliqué en ne se voyant technique, pas mais c'est… directement et en n'ayant pas… voilà. Merci Hervé. Et sur les données, en fait Sur l'ancienneté des données. Alors, oui. c'est toujours compliqué sur l'ancienneté des données. Oui, bien sûr, on a des données beaucoup plus récentes, puisque maintenant, on va jusqu'à ce qu'on appelle la donnée 2016. Alors, je rappelle, la donnée 2017, on l'aura au mois d'octobre, novembre. Donc, pour l'instant, on ne les a pas encore. On les a sur les niveaux de vie, je crois, mais on ne les a pas sur les autres, sur les éléments du recensement de la population, tout simplement parce que aujourd'hui, quand je parle de 2016, par exemple, les dernières données dont on peut disposer, eh bien, globalement, c'est 5 années de recensement de la population. C'est 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Là, par exemple, les données 2017 qui sont disponibles uniquement au niveau communal, eh bien, c'est les données 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. D'accord? Je ne pense pas qu'on puisse avoir plus récent que, par exemple, si on avait les données 2017, celle de la collecte de recensement de 2019. Alors, pourquoi est-ce que moi, je suis souvent sur 2014-2015? Tout simplement parce que c'est des travaux qu'on a réalisés dans cette période-là, en 2016, 2017, 2018. Donc, forcément, avec le décalage temps, aujourd'hui, ça donne l'impression de dater, mais ne vous inquiétez pas, les dynamiques n'ont pas été fondamentalement changées Bouleversé. depuis, quoi, bouleversées. Et D'accord. la première question que tu me C'était poses, ça. oui, Et juste, il y a un rappel de Jean-Michel de Jaouenne qui dit qu'il faut peut-être relever que comme il y a pas mal de turnover dans les quartiers prioritaires, finalement, les pauvres remplacent les pauvres et que les fragilités sont toujours les mêmes et que du coup, ça n'évolue pas dans la situation ou ça n'influe pas dans la situation de ces quartiers. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en disant qu'un des enjeux principaux qu'on a, c'est cette question du peuplement. Il est bien évident que si, parce que c'est là que sont si je prends les bailleurs sociaux, c'est bien souvent que là qu'on a les loyers les moins importants, les plus faibles, ceux qui correspondent aux ménages les plus pauvres de nos territoires. Inévitablement, ça paraît déséquilibré de mettre un ménage qui a un très bon niveau de vie dans un loyer faible, et puis un ménage qui a un très faible niveau de vie dans un loyer fort. Mais pour autant, cette question, elle est fondamentale. Alors, je sais que sur l'agglomération rennaise, il y a eu des actions innovantes qui ont été entreprises à ce niveau-là. En tout cas, cette question du peuplement, elle est vraiment fondamentale et il faut… c'est un des enjeux de la politique de la ville et c'est un des enjeux d'ailleurs de la rénovation urbaine. Et puis sur les innovations, en effet, il y a plein d'innovations autour de la mobilité, mais je redis et re-redis, c'est plus que d'ailleurs le niveau de formation, l'absence de permis de conduire, l'absence de voiture, elle est bien souvent le point de départ des difficultés pour les populations les plus pauvres et les plus précaires de nos quartiers. Et parce que tout simplement, l'emploi qu'on peut avoir, je dis n'importe quoi, du gardiennage, la question de caissière dans les grandes surfaces, du maintien à domicile, même si ça ne devrait pas être sans qualification ou à faible niveau de qualification, mais c'est malgré tout une réalité, ou des emplois de services dans les ménages. Tous les emplois de livraison ou autres sont des emplois qui nécessitent énormément de mobilité et ce ne sont pas forcément les ménages les plus fragiles qui ont le plus de mobilité. Alors moi, je suis mal placé parce que je suis toujours en mobilité, mais bon, bien souvent, quand on a des emplois à haut niveau de formation, la mobilité n'est pas forcément là la plus importante, quoi. Voilà, entre le domicile et le travail, et je tiens à le dire. Et puis aussi, quand on est précaire, ça veut dire qu'on change continuellement de lieu de travail, et le temps de trouver le bon mode de déplacement pour aller bosser, on a changé de lieu de travail, on a changé d'employeur, et il faut à nouveau recommencer. Enfin, je redis, hein, c'est toute cette complexité autour de la mobilité, c'est un des enjeux principaux qu'on a si on veut permettre aux personnes d'accéder à l'emploi. Et puis moi, en tant qu'habitant d'une ville-centre, eh bien, c'est clair que l'emploi industriel, je ne le veux plus à côté de chez moi, quoi. Je ne veux plus de 36 tonnes au pied de ma maison, je ne veux plus d'odeur, je ne veux plus de tout ça. Donc forcément, tout l'emploi à bas niveau de qualification, s'il pouvait être situé à 30 km de chez moi, ça m'arrangerait bien, quoi. Et c'est pareil sur tout ce qui est emploi de maintenance, les plateformes et autres, situés à l'extérieur et surtout pas chez moi. Et en plus, les entreprises qui ont de fortes… comment dire, qui peuvent avoir une forte présence avec une surface importante à proximité de centre-ville, elles ont plutôt tendance à faire une opération immobilière derrière, c'est-à-dire à vendre leur surface, parce que là, c'est très intéressant et à construire des espaces beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus intéressants pour eux à l'extérieur des villes. Donc forcément, l'emploi à bas niveau de qualification, il est plutôt externalisé qu'internalisé dans nos territoires. Merci Hervé, je te laisse continuer. Alors, sur les femmes,
Ici, alors pourquoi est-ce que je m'intéresse pourquoi est-ce que j'ai cette approche autour des femmes? Essentiellement parce que dans le cadre de la politique de la ville, on a cet axe, cette thématique autour des inégalités hommes-femmes. Moi, je me sers d'un travail qui est mis à disposition, fait par le Jeunesse et Sport au niveau national, qui nous permet d'avoir les licenciés sportifs par territoire et qui notamment isole les territoires politiques de la ville. Donc, si je prends ici sur Kermoisan, hein, c'est le tableau du haut, vous observez que, donc, si je prends par exemple les hommes, 17% des hommes du territoire sont licenciés sportifs, ont une licence sportive, contre 4,6% seulement des femmes. Vous voyez, on est du simple au quasiment quadruple en proportion. Si je prends sur l'ensemble de Quimper, j'ai 32% des hommes qui sont licenciés sportifs contre 16% des femmes. Et là, on voit qu'on est à peu près sur du simple au double. Donc, il y a bien une différence de toute façon, quels que soient les territoires entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'on observe surtout, c'est que les écarts entre mes territoires politiques de la ville et puis pour les femmes et puis l'ensemble de l'agglomération sont énormes, quoi. Et on a une très très faible pratique sportive des femmes dans les quartiers. Et ce que j'observe ici à Kermoisan, vous pouvez le faire sur n'importe quel de vos territoires, vous retrouverez le même phénomène. Alors vous allez me dire, attention, on peut pratiquer du sport sans être licencié, bien évidemment, mais ça vaut pour tous les habitants. Je suis sûr que si je fais une analyse de la pratique sportive dans les salles de sport, j'aurai en effet donc c'est pas forcément licencié, hein, mais dans des salles de sport privées, par exemple, eh bien, j'aurai des habitants des quartiers, mais si je prends ceux qui courent le dimanche matin ou qui courent le soir, j'aurai des habitants des quartiers, et peut-être même, j'aurais tendance à dire un peu moins que des habitants à l'extérieur des quartiers. Si je prends ceux qui font du vélo le week-end, j'aurai sans doute moins d'habitants des quartiers, d'ailleurs, enfin beaucoup moins hein, qu'à l'extérieur, tout simplement parce qu'il faut trouver l'endroit où je peux poser mon vélo sans risque dans mon logement ou dans mon bâtiment. Donc là-dessus, ce qu'on observe, c'est qu'on a cet écart. Et puis, je voulais juste le reprendre hein, sur la fédération sportive qui est dominante dans les quartiers, hein, bien sûr. Hein, c'est le football. Hein, sur Kermoisan, c'est 160 personnes licenciées. Et là, c'est une surreprésentation par rapport à l'ensemble de Quimper. C'est-à-dire que les habitants des quartiers sont très très fortement surreprésentés dans le foot par rapport à ce qu'on peut observer pour tous les habitants de Quimper. Juste entre parenthèses, si vous prenez Marseille, bien évidemment, vous avez une surreprésentation du foot, mais si vous prenez la voile alors que les habitants politiques de la ville, si vous regardez simplement en zone géographique qui sont très proches de la mer, eh bien, vous n'avez quasiment pas d'enfants des quartiers qui font de la voile, même pas du tout. Alors que vous le savez, en 2024, si les Jeux Olympiques ont bien lieu, toute la partie voile aura lieu à Marseille, mais les enfants des quartiers ne pénètrent pas du tout la voile. On peut retrouver le tennis, même s'il y a beaucoup de choses de fait autour du tennis. Eh bien, je crois que le taux de pénétration dans tous nos quartiers du tennis est très faible. Dans le sud-est de la France, je pense au rugby, qui est pourtant une institution, eh bien, tout simplement, les habitants des quartiers ne sont quasiment pas représentés dans les clubs de rugby. Si je prends les niveaux de formation entre les hommes et les femmes, à chaque fois que vous avez une courbe qui va vers la droite, ça veut dire que les hommes ont un niveau de formation supérieur aux femmes, et à chaque fois qu'on a un moins devant, ça veut dire que les femmes ont un niveau de formation supérieur aux hommes. Vous voyez ici, quel que soit le niveau territorial, là je prends les 15-40 ans hein, seulement, eh bien, quel que soit le niveau territorial, les femmes sont plus diplômées que les hommes, y compris dans mes quartiers politiques de la ville. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, parce que quand on regarde, par exemple ici, la déqualification, déclassement, peu importe le terme qu'on utilise, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ont un diplôme d'enseignement supérieur dans les quartiers et qui n'ont pas un emploi soit de profession intermédiaire, soit de cadre, eh bien, globalement, c'est le taux entre guillemets, de déclassement est plus fort pour les femmes que pour les hommes. C'est le cas d'ailleurs pour tous les niveaux géographiques, mais c'est aussi avec un taux plus fort, hein, beaucoup plus fort dans mes quartiers politiques de la ville. Mes taux d'activité, bien que plus diplômés, eh bien, tout simplement, mes femmes ont un taux d'activité qui est plus faible. Ici, je prends sur Kermoisan. Et surtout, ce qui est un petit peu embêtant, ce qu'on observe, c'est que si je prends le taux d'activité, alors dans un taux d'activité, je prends toutes mes femmes de 25 à 54 ans et je regarde celles qui occupent un emploi ou qui en recherchent un. D'accord? Donc, c'est globalement
c'est ça qu'on appelle l'activité. Ce n'est pas forcément avoir un emploi, c'est aussi rechercher du travail. Et donc, en 90, j'avais 80% dans mon quartier politique de la ville, 80% des femmes qui occupaient ou recherchaient un emploi. Aujourd'hui, enfin 79%. Aujourd'hui, j'en ai 78%, c'est-à-dire que c'est un peu moins fort. Alors que si je prends par exemple, ici, en dehors de mes quartiers politiques de la ville, je suis passé de 83,4 à 89, c'est-à-dire que ça a fortement progressé. Si je prends la France, je suis passé de 75 à 86, ça a explosé. Et ça, vous l'observerez aussi dans beaucoup de quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire que si au niveau national, on a une très forte progression du taux d'activité féminin, c'est-à-dire que globalement, on a un écart entre les hommes et les femmes qui s'est réduit considérablement, et la dynamique irait même jusqu'à l'effacement de l'écart, si on prolonge nos tendances, eh bien, dans nos quartiers, on observe une situation différente, c'est-à-dire que le taux d'activité féminin a tendance à baisser. Moi, je prends souvent comme exemple, pour ceux qui connaissent Nantes, entre Boueil et les Dervalières, eh bien, en 1990, on avait entre Boueil et les Dervalières 0 d'écart, c'est-à-dire le taux d'activité féminin était le même aux Dervalières qu'il était à Boueil, c'est-à-dire à peu près 70%. Aujourd'hui, à Boueil, il est de 94% pour les femmes, et au Dervalières, il est descendu à 67. C'est-à-dire que globalement, on a eu une explosion. On a aujourd'hui, alors pas loin de 30 points d'écart, pas tout à fait, 27, alors qu'on était à 0 en 90. Donc cette question de la place des femmes, cette question de la possibilité de permettre à des femmes d'aller vers l'emploi, voilà, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations. Si on parle des inégalités hommes-femmes, c'est quelque chose d'essentiel. Et si on se disait, je dis n'importe quoi, que les quartiers du sud-est de la France étaient un peu précurseurs de ce qui allait se passer dans nos quartiers à nous, si vous prenez aujourd'hui des quartiers comme le parc Callister à Marseille, eh bien, on n'a plus que 32% de taux d'activité des femmes. Donc, c'est sûr que là, de 25 à 54 ans, c'est-à-dire que j'enlève celles qui pourraient être potentiellement étudiantes ou celles qui pourraient être en situation, alors 55 ans pour trouver une pré-retraite, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais en tout cas, en situation de ne plus avoir d'activité, eh bien, on n'a plus aujourd'hui qu'un tiers des femmes qui occupent un emploi, qui bien souvent d'ailleurs est un emploi précaire, un emploi à temps partiel, etc. Donc, la place des femmes dans nos territoires, elle est vraiment posée. Il faut la regarder en dynamique. Il faut s'interroger sur l'avenir, sur ce qui se passe dans les territoires et pourquoi on a ces écarts-là. Sur la question de l'immigration et du taux des effets de la discrimination qu'on peut avoir, à niveau de formation équivalente, ce qu'on observe par exemple sur Nantes Métropole, c'est, vous le voyez en bas, 34% des personnes immigrées sont aujourd'hui, ayant un diplôme de l'enseignement supérieur, n'occupent pas un emploi du proportion de ce qu'ils pourraient attendre. Ce n'est le cas que de 22% des personnes qui ne sont pas immigrées. Mais on pourrait reprendre ça sur le chômage, on pourrait reprendre ça sur la précarité de l'emploi. À chaque fois, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont immigrées ont une probabilité d'avoir un emploi, une probabilité d'avoir un emploi stable, une probabilité d'avoir un emploi qui correspond à leur situation sociale qui est beaucoup plus faible que ce qu'on peut observer pour les non-immigrés qui habitent le même quartier, qui sont dans le même quartier. Juste pour dire, ces questions de discrimination, on va les retrouver hommes-femmes. On va les retrouver par âge, c'est plutôt donc les femmes sont plus concernées que les hommes. On va retrouver par âge, les jeunes sont plus concernés que les plus âgés sur ces questions de discrimination. On va les retrouver donc par origine, bien sûr. Les immigrés sont plus concernés par la discrimination que les non-immigrés. Et enfin, on va les retrouver par territoire, c'est-à-dire que les habitants des quartiers, on le voit ici, cumulent plus d'effets de discrimination que les habitants en dehors des quartiers. Ce qui veut dire que si je prends une jeune femme immigrés dans un quartier politique de la ville, eh bien, on voit là qu'on a vraiment un enjeu extrêmement fort en termes de discrimination. Alors, j'entends tout de suite la remarque sur immigrés, non immigrés. Oui, bien évidemment, le problème qu'on a sur nos données, c'est qu'en fin de compte, on a on peut avoir des personnes qui sont immigrées et qui ont eu un diplôme d'enseignement supérieur dans leur pays et qui n'est pas reconnu en France, ce qui génère ce phénomène aussi, qui accentue cet effet de discrimination. Alors après, ça peut être du ressenti pour la personne de se dire, je suis ingénieur, mais aujourd'hui, je me retrouve à faire de la manutention. En même temps, c'est aussi nos règles administratives ou tout simplement nos absences de reconnaissance. Et puis, les personnes immigrées, pour un certain nombre d'entre elles, n'ayant pas la nationalité, ne peuvent pas accéder aux emplois de la fonction publique derrière. Juste, peut-être avant d'approcher la question des pratiques
de nos politiques publiques. Et puis après, j'aurai quasiment fini. Est-ce que là, il y a des questions, Émilie ou... Il y a une petite question sur la possibilité ou non de mesurer le taux de fragilité des sortants par rapport aux entrants, enfin l'écart de fragilité entre les sortants et les entrants des quartiers prioritaires. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, je ne sais plus ce que c'était la deuxième question, mais en gros, comment est-ce qu'on peut mesurer l'écart? Oui. Alors, sur les entrants et les sortants, alors, ce qu'on a de manière très nette, c'est qu'on peut mesurer l'écart entre les entrants et les présents. Hein, c'est-à-dire qu'on peut regarder qui est sur un territoire et qui rentre sur le territoire. Par contre, qui sort, on n'a pas d'outils aujourd'hui disponibles pour le faire. La seule possibilité que l'on a, c'est d'analyser via les fichiers des bailleurs sociaux. Alors, il y a des enquêtes qui ont été menées par au niveau national par l'Observatoire politique de la ville. Il y a eu une étude qui est sortie l'année dernière, je crois, en analysant des cohortes qui sortaient et qui met bien en évidence, en effet, que les populations qui sortent sont des populations moins fragiles que celles qui vont rentrer. Nous, on a pu analyser les présents par rapport aux entrants sur les territoires où on travaille. Ce qu'on observe quand même, c'est que la politique de peuplement, elle est bien sûr, elle amène des ménages beaucoup plus fragiles dans les quartiers politiques de la ville qu'elle n'amène à l'extérieur des quartiers. Je pense que ça ne vous surprendra pas. On a en effet un effet de fragilisation par les flux entrants. Par contre, la seule possibilité qu'on aurait pour regarder qui rentre, qui sort, ce serait de se mettre sur un territoire où on a quasiment que des logements sociaux, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de territoires politiques de la ville aujourd'hui. Mais pas que, il n'y a pas que cette situation-là. Mais en tout cas, dans les territoires où on a beaucoup de logements sociaux et d'analyser avec les bailleurs sociaux les caractéristiques des entrants par rapport aux caractéristiques des sortants. Et de regarder si on arrive à savoir les motifs de sortie, d'analyser. Moi, je dirais juste, pour l'avoir fait sur Limoges, dans les sortants, il y a aussi beaucoup de personnes très fragiles, quoi, contrairement à ce qu'on peut avoir comme analyse ou discours. Si je dis beaucoup, on était entre 30 et 40% des sortants qui étaient en situation de fragilité, soit des gens qui laissaient derrière eux des dettes, des impayés importants, et qui partaient parce que tout simplement, on retournait vivre chez les parents, on était complètement à bout de cette situation d'endettement très très fort. Donc on peut penser là qu'on n'est pas parti pour une situation meilleure. On avait des personnes qui partaient aussi pour des problématiques tout simplement comment dire, de décès, d'emprisonnement, d'hospitalisation longue. Donc, c'est aussi des situations où on sait qu'on n'a pas que de l'amélioration dans les situations des Et, sortants. et Hervé, est-ce que tu as une vision sur le turnover, enfin sur globalement combien un ménage habite dans un quartier, enfin combien de temps on habite dans un quartier? Oui, alors bon, je ne l'ai pas en tête ici. Alors, ce qu'on peut dire tout simplement sur nos territoires, c'est que dans nos quartiers politiques de la ville, on n'a pas un si gros turnover que ça. On a beaucoup de personnes qui sont attachées au territoire. Alors, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais à plusieurs dimensions. Il y a la dimension attachement affectif, des gens qui n'ont pas envie de quitter leur quartier parce qu'ils y ont toujours vécu ou parce que voilà, c'est un territoire où on y retrouve des gens qu'on connaît et donc même si ma situation s'améliore, je ne bougerai pas du territoire. En même temps, on a une situation d'attachement qui est un attachement un peu sous forme de chaîne, c'est-à-dire que je n'ai pas de solution de partir. Je ne peux pas me payer un loyer dans le privé. Les locatifs sociaux en termes de parcours résidentiel ne me sont pas ouverts, enfin à l'extérieur du quartier, et donc je reste sur le territoire attaché. Alors, juste pour dire en termes de proportion, on sait qu'aujourd'hui, on est sur des turnovers qui sont dans nos quartiers politiques de la ville qui tournent autour de 10% ou un petit peu moins, et puis peut-être un petit peu plus dans d'autres territoires. Dans les territoires politiques de la ville que moi je connais qui sont hors logements sociaux, c'est-à-dire qui sont faits que de privés, on a des turnovers qui sont extrêmement importants par contre dans nos quartiers politiques de la ville. On va le retrouver par exemple quand on voyait Nice, le centre de Nice est un territoire politique de la ville dans lequel on a, il y a une partie du centre dans lequel on va retrouver un turnover extrêmement important. Si vous prenez le centre de Vence, si vous prenez le centre de Grasse, si vous prenez le centre d'Agde, dans tous ces territoires-là, vous avez des turnovers extrêmement importants parce qu'on est sur du locatif privé. Et donc,
la différence qu'on a avec nos territoires politiques de la ville, c'est qu'on est sur du logement social et qu'on y reste, on a un turnover plus faible qu'ailleurs, quoi. Par contre, là où le turnover est le plus faible dans nos agglomérations, c'est bien sûr les territoires de propriétaires. C'est là qu'on a le turnover le plus faible. Merci Hervé, je te laisse continuer. Alors, juste pour finir, parce que c'est le point qui pour moi est vraiment important, c'est la question du sous-accès ou du sous-usage des politiques publiques dans les territoires politiques de la ville. Ça rejoint un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure sur les territoires assistés. C'est l'invitation que je vous fais à travailler avec vos services sur qui utilisent des politiques publiques communales ou intercommunales dans nos territoires, et pas de ne pas regarder seulement les quartiers politiques de la ville, mais de regarder tous les quartiers. On l'a fait avec cette ville du centre-est de la France, une grande ville, 150 000 habitants, et qui, quelque part, enfin, qui a 2 quartiers politiques de la ville. Et donc, on a analysé la restauration scolaire, mais je l'ai fait sur Rosé aussi, hein, donc on tombe sur la même chose. Je l'ai fait sur 6 ou 7 territoires en France. L'intérêt de cette ville, c'est qu'on l'a mené aussi sur d'autres politiques publiques, la petite enfance, on l'a mené sur les pratiques culturelles, et sur le périscolaire, voilà. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, les habitants des quartiers, si nous ramenons ça par rapport aux enfants, ben, ils utilisent beaucoup moins, ou aux adultes, hein, si on prend les pratiques culturelles, ils utilisent beaucoup moins les politiques publiques communales ou intercommunales que les habitants des autres territoires. Alors, on a souvent la pirouette de dire, oui, mais nous, on a mis en place un système de tarification, alors soit c'est un taux d'effort, soit c'est un quotient, enfin bon, peu importe, qui fait que les habitants les plus pauvres payent beaucoup moins. Mais quoi qu'on fasse, on se rend compte que, et puis c'est le principe d'une politique publique, hein, l'objectif, c'est pas de se faire de l'argent pour la collectivité, l'objectif, c'est d'apporter un service, et donc on ne tarifie jamais à hauteur du coût. Par exemple, dans cette ville, le repas, il est de 12,30 € par enfant, qui intègre tout, hein, bien sûr, les aliments, la préparation, les professionnels qui sont autour, l'animation du midi, enfin bon, voilà. Et donc, on arrive à 12,30 € par enfant, avec une participation moyenne des parents, entre ceux qui payent plus et ceux qui payent moins, qui est de 3,44 €. Si je regarde les enfants des quartiers politiques de la ville, à la fin de l'année, la ville a payé pour l'alimentation d'un enfant sur l'un des quartiers politiques de la ville 514 €, sur le deuxième 583 €. Voilà ce qu'a apporté la ville pour l'alimentation d'un enfant dans un quartier politique de la ville, entre 514 et 583 € à la fin de l'année, en moyenne par enfant. Par contre, quand je regarde pour l'ensemble des enfants de la ville, le coût moyen, il est de 708 €. C'est-à-dire que la ville, elle apporte par enfant, malgré le quotient familial, elle apporte par enfant 708 € en moyenne, même 781 € pour le micro-quartier le plus riche du territoire. Donc la ville, elle contribue à hauteur de 780 € par enfant du quartier le plus aisé, contre 500 € par enfant, enfin 550 en moyenne, hein, par enfant des quartiers les plus fragiles de nos quartiers politiques de la ville. Et si on prend les 1600 enfants des quartiers politiques de la ville, eh bien globalement, si ils avaient bénéficié en moyenne de 708 € pour leur alimentation, eh bien la ville, elle aurait dépensé 246 000 € de plus à la fin de l'année. 246 000 €, c'est, sur ce territoire, c'est 10 fois le contrat local de santé ou ce qu'on essaye de faire en matière d'alimentation pour les enfants de ces quartiers-là. C'est juste pour dire que quand on regarde nos politiques publiques et qu'on analyse l'usage, ce qu'on se rend compte, c'est que quelque part, les habitants des quartiers sont très peu onéreux pour les collectivités locales. Si vous faites ça, par exemple, par rapport à la culture, je ne vous fais pas de dessin, regardez le nombre d'enfants qu'il y a dans vos territoires, dans les quartiers politiques de la ville, qui sont je sais pas, au conservatoire ou à l'école de musique du territoire. Regardez le nombre d'enfants qui vont aller avoir des pratiques sportives un peu plus onéreuses. Regardez, enfin, vous faites le tour, le nombre d'adultes qui sont dans une école des beaux-arts ou autre. Vous verrez que les habitants des quartiers sont très peu utilisateurs. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, par rapport aux pratiques sportives, sont très peu utilisateurs des équipements qu'on met en œuvre. Regardez les modes de garde. Vous avez un taux d'usage des modes de garde qui est beaucoup plus faible dans les quartiers qu'ailleurs.
cœur. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais ce n'est pas de notre fait, c'est parce que les gens n'utilisent pas, bien évidemment, hein, j'en suis tout à fait conscient. Mais la seule chose, c'est de faire ce calcul. Faites-le parce que ça peut aussi changer ce regard qu'on a continuellement sur, bah oui, mais vu tout ce qu'on fait pour eux, vu tout ce qu'on leur apporte, regardez comment aujourd'hui ils fonctionnent, comment, je ne sais pas moi, il y a des problèmes alors qu'on fait beaucoup de choses, ou alors des discours que j'ai entendus. Ah, mais si c'était dans un quartier politique de la ville, ça fait longtemps qu'on aurait mis en place une politique adaptée. Nous, dans le centre-ville, on n'a pas le droit à tout ça. Mais non, en fin de compte, là où on a le plus le droit aux politiques publiques et là où on est le plus consommateur des deniers de la collectivité locale, c'est loin d'être dans les quartiers politiques de la ville, c'est à l'extérieur des quartiers. Alors bien évidemment, on a des petites exceptions, hein. Au niveau des CCAS et des aides facultatives, c'est bien sûr là, ou même des autres aides, c'est là qu'on a le plus d'usage, dont acte, hein, il n'y a pas photo, mais le jour où par enfant, on donnera 780 € de ressources annuelles, on me le dira. Et puis, si je prends l'autre politique publique, et qui est très intéressante, on l'observe dans un certain nombre de villes, nous on l'a mesuré par exemple sur Rosé, c'est l'importance qu'il y avait d'avoir par exemple la médiathèque dans le quartier politique de la ville. Et là où on voit en effet qu'on a des enfants qui fréquentent, y compris dans l'emprunt, qui fréquentent beaucoup plus la médiathèque que des enfants d'autres territoires. Donc c'était juste, quand il y a un bon positionnement, on se rend compte que ça peut marcher, même si ce n'est pas le cas sur un certain nombre de politiques, je pense, tout ce qui peut être musique ou autre, où on a beaucoup plus de mal à faire rentrer les enfants dans l'équipement, même s'il est situé au cœur du territoire. C'est en tout cas, moi, cette question, elle est vraiment pour moi au cœur de la politique de la ville. Quand on parle de droit commun, on a souvent tendance à penser droit commun de l'État. Moi, je dis souvent, regardez le droit commun dans votre territoire, analysez ça, regardez le coût total, regardez qui utilise, qui n'utilise pas. Parce qu'ici, on a vraiment l'effet du sous-usage. Quand on parle du non-recours, on a souvent tendance à penser aux prestations, mais pensez aussi à vos politiques publiques. Quel non-recours j'ai dans l'usage de mes politiques publiques dans les territoires? Et on verra que sur du périscolaire ou autre, les enfants des quartiers sont beaucoup moins utilisateurs que les enfants des autres territoires. Oui. Juste, je te coupe parce qu'il y a une petite question sur cette slide-là, Hervé. Si une ville donc veut calculer son taux d'utilisation, c'est une histoire de taux d'utilisation, donc il suffit parce que quand la ville du Mans nous demande là comment est calculé le ratio, en fait, c'est en fonction du taux d'utilisation et de la participation de la ville au prix du repas, c'est ça? Donc en étape, vous avez d'abord à mesurer quel est le coût de la prestation, avoir un coût moyen. Hein, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi. Alors, si je prends ici sur les repas, parce que vous l'avez sous les yeux, mais vous pouvez le prendre pour un conservatoire de musique, hein, quel est le coût tout simplement que la collectivité amène, et vous le divisez par le nombre de personnes qui en bénéficient, enfin, quelque part, et ça vous donne un coût moyen. Ou alors un coût de production, si vous avez le coût du repas, combien va me coûter un repas par enfant? Quand vous avez fait ce coût-là, eh bien, tout simplement, vous allez regarder dans les territoires l'usage qu'on a du service, entre ceux qui vont prendre un repas par semaine, par exemple, et ceux qui vont prendre tous les repas. Vous analysez par territoire ou par enfant, dans un premier temps, quelle est la participation des parents, et tout simplement, après, vous agrégez sur un niveau territorial. Donc, ça veut dire un petit peu de comptabilité analytique au départ, un petit peu d'analyse territorialisée de vos politiques publiques, et puis derrière, tout simplement, vous faites le croisement des deux et vous obtenez l'analyse qu'il y a là. Alors, ce qui est intéressant, alors là, je suis dans le descriptif, dans l'analyse, il y a plein de choses derrière qui sont intéressantes, c'est-à-dire que pourquoi, par exemple, les enfants dans les quartiers vont moins à la restauration scolaire? C'est une vraie question, puisque alors, il y a plein de réponses à ça, parce que les parents ont un taux d'activité plus faible. On l'a vu tout à l'heure, regardez le taux d'activité des femmes. Donc, on voit bien que là, on a des corrélations dans les indicateurs les uns avec les autres, et que les politiques, on doit les regarder globalement, et c'est l'intérêt d'une politique territorialisée, c'est d'avoir ce regard croisé global. Un taux d'activité plus faible, un taux de monoparentalité, je n'en ai pas parlé, mais qui est beaucoup plus fort dans les quartiers politiques de la ville qu'il n'est ailleurs. Donc forcément, quand moi je suis seul à la maison et que mon môme il est à l'école le matin et l'après-midi, c'est important pour moi de sortir parce que c'est une rupture et je vais chercher mon enfant. Je rencontre en plus en y allant à l'école, regardez ce qui se passe devant le portail des écoles à 11h30, faites le tour et vous verrez que vous avez beaucoup de mamans qui sont là, souvent d'ailleurs avec une poussette et qui viennent attendre leur enfant. Donc là, c'est aussi d'ailleurs un des espaces, moi, je trouve, à animer, mais c'est fait dans beaucoup d'endroits, mais c'est vraiment des espaces à animer ce moment-là. Et puis, on rentre chez soi parce que voilà, on a besoin d'avoir cette rupture. C'est aussi parce que on ne sait pas trop ce qui est donné à manger à l'école ou on n'a pas forcément confiance dans la
alimentation. Je pense tout simplement au type d'aliment qui est proposé lié à nos religions. Donc derrière, on a des parents qui n'osent pas tout simplement mettre leur enfant, malgré des repas de substitution. J'ai peur qu'il aille prendre dans l'assiette du voisin ou je ne sais trop. Donc, quand on a fait le tour un petit peu de tous ces éléments-là, on voit bien quel levier d'action on a en termes de réponse. Je pense notamment, enfin, moi je dis toujours, cette animation, regardez qui ne vient pas, qui vient de manière régulière chercher son enfant le midi, et puis pourquoi pas proposer, alors aujourd'hui ça va être difficile avec la phase Covid, ou alors dans une salle ou autre, ou voilà, mais proposer à ces mamans, parce que c'est bien souvent les mamans avec la poussette, tout simplement proposer de venir prendre le repas dans une salle à côté, entre mamans, et permettre à l'enfant de pouvoir être avec ses copains le midi. Et ce que je viens de dire ici n'est pas du tout banal parce que, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait, c'était un reportage qui avait été fait assez exceptionnel sur France 2, je crois, ça s'appelait Enfants dans France ou quelque chose comme ça. C'était des enfants en situation de pauvreté qui avaient été suivis par une caméra. Et vous avez notamment un des enfants qui expliquait très très bien que ce qui avait marqué sa situation, c'était le fait qu'il n'avait jamais pu manger à la restauration scolaire le midi. Et que de ce fait-là, il avait été privé de tout son réseau social par rapport à tous ses copains. Et que, quelque part, ça l'avait marginalisé pour aller, par exemple, je ne sais pas, aux anniversaires ou autres, où il n'était jamais invité. Et donc, pensez à l'impact que ça peut avoir. Et juste pour dire, vous avez des leviers là, ce sont vos politiques publiques, il ne s'agit pas là de se retourner vers l'éducation nationale ou vers je ne sais trop qui, ce sont vos politiques publiques, et c'est vous qui avez les leviers pour éventuellement pouvoir corriger, trouver des solutions. Je ne dis pas que c'est simple, et on le voit bien, c'est compliqué, mais c'est quelque chose pour moi d'essentiel. Et puis, c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir par rapport aux autres habitants quand ils viennent vous voir en disant moi, j'en ai marre de payer 5 euros ou 5,50 € alors que les enfants pauvres, ils payent qu'1 euro, puisque c'est vous savez, le 1 euro pour les enfants pauvres, eh bien, je ne trouve pas ça logique. Moi, je paye déjà plus d'impôts. Pourquoi est-ce que là aussi, je suis tarifé plus? Vous avez souvent tendance à dire, mais c'est logique, c'est de la solidarité, vous comprenez. Non, là, vous pouvez répondre en disant, mais non, détrompez-vous. En fin de compte, c'est le budget commun qui vous apporte beaucoup plus à vous qu'il n'apporte aux populations les plus pauvres, contrairement à ce que vous pourriez penser. Et ça aussi, ça contribue à l'image des territoires. Merci Hervé. Alors, juste pour finir, puis comme ça, je rends la parole. Quelques éléments de conclusion. Donc, la crise rend nécessaire le renforcement des politiques publiques en direction de l'emploi, des familles, des jeunes, des personnes âgées, de l'accès aux droits, du numérique, de l'éducatif. Enfin, on voit bien qu'on a dans les quartiers, là, avec le phénomène de crise, une amplification des problématiques qui va nous arriver dessus et qui nous arrive déjà dessus. On le voit notamment sur la rupture éducative. Et puis, dire les problématiques, enfin, je ne vous fais pas de dessin, les difficultés qu'ont pu avoir beaucoup de familles par rapport à l'accompagnement de leurs enfants pendant les 3 mois de confinement ou les 2 mois, et puis les 3 mois sans école et parfois même les 6 mois. C'est aussi l'importance de rappeler ces liens à l'emploi. Les 2/3 des revenus dans nos quartiers viennent du travail, enfin pas tout à fait, un peu moins. C'est quelque chose qu'il faut dire et redire, et ça veut dire qu'aujourd'hui, avec notamment la diminution très très importante de l'emploi, la destruction d'emplois, notamment de l'emploi précaire, ce sont nos quartiers où on a le plus fort taux d'emploi précaire, où on va avoir l'impact le plus fort. Donc là, vraiment, tout ce qui est territoire zéro chômeur, tout ce qui peut être développement de l'économie sociale et solidaire. Enfin, on voit bien qu'on a des enjeux énormes dans nos territoires pour trouver des éléments de réponse, parce que sinon, on va faire gonfler la part des revenus hors emploi, et ça, ce serait dramatique. Et puis, je finis sur ce petit aspect sur mesurer l'impact de vos politiques publiques communales ou intercommunales. Vraiment, faites-le, parce que ça peut changer le discours que vous avez par rapport aux habitants, parce que ça peut changer le regard qu'on a sur les territoires, parce que c'est l'analyse que vous allez en faire derrière, c'est autant de leviers pour l'action après, et puis pour votre mandat qui arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup Hervé. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une petite... Je crois que ce sera... on aura fait déjà beaucoup, parce qu'on aura pu faire évoluer nos politiques publiques certainement dans ce cas-là.
Merci beaucoup, Hervé. Merci de ta disponibilité. Merci de cette présentation. Merci même d'avoir géré les éléments techniques qui étaient pas forcément faciles au Gérer tout début. seul, ça c'est gérer tout seul. Voilà, chacun. Voilà. Donc, vraiment, sincèrement, merci. Merci à tous d'avoir participé et sur YouTube et sur Zoom. On vous enverra tous ces éléments un peu plus tard. Euh, on précise aussi qu'il va y avoir quelques petites vidéos pour plus tard sur des thématiques, en fait, mais retrouvez-nous sur le site internet de Réseauville. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. À très bientôt pour tout le monde, soit dans les territoires, soit à Réseauville, soit même à Paris. Et j'espère que cette conférence aura été à la hauteur. À bientôt. Merci, Émilie. Je mets